M. Carlini avait promis de verser d'abord 1 million. Cela a été fait, puis 2 millions. Il s'est engagé. Cela n'a pas été fait. Il faut donc que les dirigeants de l'OM apportent l'argent et alors la ville de Marseille pourra elle aussi faire un effort. Cet ultimatum, maintenant, je le prends parce qu'il est nécessaire à la survie du club. Sachez que ce matin, avant que vous arriviez, par exemple, on est venu nous demander de payer l'électricité. Nous n'avons même pas l'argent pour payer l'électricité. L'OM n'a plus les moyens de rembourser ses dettes. Mon rôle était un rôle de sauveteur. Je l'ai accompli avec mes qualités et mes défauts. Mais à partir d'aujourd'hui, je répète que l'Olympique de Marseille vole ses propres dettes. Alors comment ça s'est passé? J'étais à l'entraînement à Luvonne, arrive M. Robin qui me dit « Tiens, il y a une réunion au stade Vélodrome, ils veulent te voir. » Je dis « Ah bon, moi ?» Puis on arrive ici, dans l'ancienne société du stade, et je vois qu'il y a M. Sadoul, il y a le président de la Ligue, du district, il y a des représentants de la mairie, etc. Puis il commence à me dire « Voilà, on a comme seul souci, c'est qu'il faut que l'équipe elle prenne 3 points pour être sûre de se maintenir en 2e division. Est-ce que vous me l'assurez ?» Et moi j'ai dit « Non, ça je ne peux pas vous l'assurer. » Donc ça fait un petit électrochoc. J'ai dit « Moi ce que je peux vous assurer, c'est qu'on va essayer de tous les prendre. » Et Sado il me regarde, il avait un peu les yeux plissés. Il me dit « C'est bien. » Il me dit « Tu seras l'entraîneur. » Moi, franchement, c'était... D'abord, j'ai été abattu en apprenant la nouvelle parce que j'ai cru que ma carrière était finie. Le club disparaissait pour moi. Et ensuite, c'était... j'ai vu ça comme une manière de jouer en professionnel plus rapidement que prévu. Mais sans me rendre compte, finalement, de ce que ça allait engendrer derrière. Alors, on s'en est vite rendu compte parce que, après ces 6 matchs, on s'est rendu compte aussi qu'il y avait un certain engouement au niveau du public, mais surtout que les instances du foot travaillaient en coulisses pour justement faire venir des investisseurs et arriver à mettre un plan pour pouvoir sauver le club. On a eu une chance, c'est que le match de Grenoble, il était de 10 jours. J'ai dit, on va se préparer, puis on verra bien. Et l'histoire elle commence comme ça. Il y avait une grande réunion dans la salle des amateurs. Et à ce moment-là, tous les joueurs étaient là, présents. Ils nous avaient annoncé que le club il allait être dissous parce que il y avait des problèmes financiers et tous les joueurs allaient être licenciés, quoi. Mais pour continuer à survivre, pour finir la saison, on nous avait demandé à nous de prendre la suite, quoi. Et nous, tu pensais bien qu'à cette époque-là, t'es content, hein? Un sentiment très mitigé. D'abord, quand on sentait le coup, enfin, c'était vraiment très délicat à l'époque. On a senti le coup venir petit à petit. Lorsque l'on a compris que le club était vraiment en danger, il y a eu, comment dire, une forme d'union sacrée de la part de tous les jeunes. C'était un devoir qu'on devait accomplir. C'était ce genre de sentiment que moi, par lequel j'étais animé. Parce qu'on ne savait pas si nous allions retrouver un club après ces 6 matchs. On ne savait pas ce qu'allait devenir notre vie, ni le club. Par contre, il y avait une chose, c'est qu'on était certain de réussir.
Personnellement, moi je voyais ça comme une parenthèse. Il y avait 6 matchs à faire et puis basta quoi. Pour les joueurs, c'était l'opportunité d'être déjà sur le Vélodrome, d'être en équipe première et de vivre ça simplement. Il n'y avait pas de projet, il n'y avait pas d'arrière-pensée. C'était tout presque naïf quoi, presque naïf. Et je crois qu'on s'est trouvés. Déjà, on se comprenait presque tous. On s'appréciait, on avait chacun nos défauts, nos qualités, mais on savait qu'on pouvait compter sur tout le monde et que nous allions le faire. Une des premières oppositions que je fais, il y a José Anigo qui joue arrière droit en face, quoi. Et je me souviens que le premier ballon, c'était à Luvonne sur le stabilisé. Premier ballon que je touche, je contrôle, je le sens venir derrière, crac, je lui fais un râteau. Et là, écoute-moi, il me fait un tacle, je crois, là, c'est-à-dire des trucs, en plus il était costaud José, donc par rapport à moi, on c'est pas dans la même catégorie. Il m'avait chopé là juste derrière et il m'avait dit, attention Minot, on ne fait pas ça ici. Hein. J'avais dit, oh merde quoi. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, bon, j'en ai un peu marre d'être l'agneau, je vais essayer d'être le loup maintenant, quoi. Voilà. Mais au début, j'étais l'agneau et je me faisais pas mal défoncer, notamment par José, puisque dans les oppositions, je jouais contre lui. Puis il y a le premier match contre Grenoble, où on ne savait pas où on allait tous, et où c'est parti. Et... On était là sous l'ancien tunnel, où dans le tunnel, bien souvent le match se faisait, parce qu'au vu de nos regards, bien souvent les équipes se demandaient ce qui allait leur arriver, quoi. D'habitude, on rentrait au Vélodrome à 18h, donc c'était l'équipe réserve, il n'y avait pas beaucoup de monde. Mais là, on rentrait au Vélodrome, on était l'équipe 1, on jouait contre Grenoble. Tu te rends compte la satisfaction qu'on avait là d'un coup là? Les Grenoblois à droite en bleu ne savaient pas en début de rencontre que ces jeunes garçons allaient leur faire passer une bien mauvaise soirée, soutenus en cela par 6000 spectateurs qui faisaient autant de bruit qu'un stade archi plein. Et ça finit que Michel Castellani il marque à la dernière minute, donc sur un scénario que tu peux pas écrire, quoi. Tir de Falco, esclassant bloquait imparfaitement le ballon qui revenait sur Castellani, qui d'un tir lobé et ajusté inscrivait un but précieux pour le moral retrouvé des jeunes Olympiens, le but de l'espérance et du renouveau. Bon, à la fin, on a la victoire, donc on rentrait dans le vestiaire, on était contents. Il y avait le bac, hein, le bain, on était tous dans le bain, on était contents comme des rois. Donc les gens ils se sont identifiés à cette équipe, l'ont soutenue et l'ont portée aussi. Ce premier match, il a été déterminant, déjà à Grenoble, parce que bon, ça nous a permis de lancer la machine. Et après, le reste est arrivé derrière. Est-ce que tu ressens un peu les émotions, tu vois? La force de cette équipe des Minots, c'est que tous les gamins ils sont issus de quartier. Et chacun pouvait s'identifier à eux. À les côtoyer au quartier, mais dans la manière d'être, de jouer, les échanges entre le terrain et le public, il existait. C'était ça la force qui a sûrement continué derrière. Ce qui a fait notre valeur à nous, c'était qu'on était tous des collègues et puis on était tous d'ici, quoi. Voilà, on était des Marseillais, on a vécu ensemble pendant des années au centre de formation. Il n'y avait rien qui pouvait nous arrêter à ça. Il n'y avait rien. Le centre de formation, à l'époque, lui aussi, comme l'OM, était en décomposition. Au centre de formation, c'était pâte le midi, patate le soir. Et on avait des gérants qui étaient adorables. Mais il y avait une vie difficile au centre de formation. Nous, on a vécu des choses et les déplacements, c'était pas terrible. Mais on était fait pour ça. On se plaignait de rien. On était là, quoi. On était vaillants et on s'accommodait de tout. Ceux qui sont arrivés après nous, après la montée, il fallait qu'ils assument ça, plus ou moins bien. Mais après, ça, je pense que ça a perduré, ça. Quand on nous a dit qu'on allait jouer, donc on allait rentrer dans les vestiaires des pros, quoi. Bon, on avait déjà été, hein, c'était pas une surprise, quoi. Et en rentrant dans le vestiaire des pros, quand tu descendais les escaliers, sur ta gauche, il y avait des genres de placards où les mecs ils mettaient leurs chaussures. Moi, en rentrant, je me suis mis là. Il y avait une paire de chaussures là, et j'ai mis les miennes à côté, quoi. Tu vois, ça faisait bien, quoi. Et c'était les chaussures de Michel Ngom. Et Michel Ngom, il rentrait pour aller les chercher.
Et quand il a vu que j'ai mis mes chaussures à côté, il m'a dit je te laisse les miennes aussi. Comme on avait à peu près la même taille, donc j'ai fait les 6 derniers matchs avec sa paire de chaussures à lui. C'était un truc fabuleux. J'avais les World Cup Adidas avec les languettes blanches qui se retournaient. C'est la première fois que je mettais ça. Donc j'étais content, j'étais le bon Dieu d'un coup là. J'ai beaucoup souffert physiquement avec eux et moi j'avais un gros retard, notamment physique, surtout mes potes du centre de formation. On a fini ces 2 derniers mois avec des entraînements et le physique qui allait avec. Les mecs m'ont vu sur les footings au Parc Borelli et ils se sont foutus de moi parce que je prenais sur une tour de Parc Borelli, je prenais un demi-tour dans la vue. Et donc ils m'ont... bon, ça se sait un peu aujourd'hui, mais pas trop. Mais ils m'appelaient poumon de chat, quoi. Ils m'ont tellement vu souffrir au Parc Borelli et souvent en train de courir avec Marc Lévy en fond de classe que on avait tous un surnom. Bon, moi j'en avais pas et du coup depuis ce jour-là, ça a été poumon de chat. Donc ils m'ont appelé poumon de chat. Quand on m'appelle poumon de chat, je sais que c'est Minot quoi, qui m'appelle comme ça. Voilà. Bon, le déplacement à Corbeil, terrible. On part en train, je me souviens, on part de nuit. On arrive le matin, on prend un car, on est fracassé parce que, voilà. On nous amène à Corbeil, on arrive à Corbeil, on va manger dans un restaurant. On sort de Corbeil, il pleut des cordes, il fait un froid de canard. Et on arrive en avance au match. Et il y avait un mariage. Donc le mariage, on va au mariage. On dit, vous n'avez pas un endroit où on pourrait être au chaud, tout ça ? Ouais, il y a une boîte de nuit en dessous, allez, on vous amène à la boîte de nuit dessous. On a réussi à dormir pendant un quart d'heure, 20 minutes. On a dû boire un café, juste une collation, et on est parti au stade. Arrivé là-bas, les enchaînements, ça s'est pris. On n'a rien compris, on les a battus, on est rentrés, voilà. Il y avait Toulouse qui jouait la montée, mais qu'eux, ils nous avaient pris au sérieux. Ils avaient une grosse équipe, ça avait été un gros match. Et qui aurait pu penser un seul instant que ce match entre le 2e du classement Toulouse et l'Olympique de Marseille, encore agonisant il y a quelques jours, attirerait 12 000 spectateurs. Il y avait une forme de surprise, enfin, pour les 2-3 derniers matchs. Déjà une première alerte sérieuse pour Lévy, le gardien marseillais, sur ce but refusé. Mais tout va vite dans le foot. Ils courent partout, ça, il y a des joueurs de football, ils gagnent des matchs, ils ne vont pas nous gagner à nous, quoi. Donc il y avait un peu d'intimidation, un peu d'appréhension et puis surtout de curiosité, quoi. Nouvelle percée de De Falco, le tir du blond marseillais était relâché par Veller qui récupérait le ballon in extremis devant ou derrière la ligne de but. Sur ce match-là, je vous provoque un penalty ici, sur ce côté-là. Sur une percée de Gransart, Veller, un peu trop nerveux, commettait une faute sur Castellani. M. Dailly ne pouvait pas ne pas siffler la faute. Et Pascal, en force, transformait en but la pénalité. Pascal qui marque, bien évidemment, le penalty. Et puis après, on se fait égaliser à la fin par Pentena. Dans la surface de réparation, il y a un cafouillage et le ballon il rentre et on fait un partout. Bon, la satisfaction, c'était qu'on ait fait un partout, on n'est pas perdu. Et en plus, Toulouse, je crois qu'ils étaient bien classés, Toulouse, à l'époque. Ils étaient au haut du tableau. Lévy Dupié parvenait à sauver une situation fort compromise. La rage de vaincre a prévalu, mais dans les tribunes, certains exaltés ont déjà confondu violence et passion. L'apothéose, c'est Montpellier, voilà. Il y avait sur la recette, il y avait 30% pour l'équipe visiteuse, 30% pour la Ligue et 40% pour l'OM, vu qu'ils organisaient. Et quand à la fin du match, la billetterie m'appelle, me donne l'enveloppe pour donner à M. Nicolin. Et à M. Nicolin, dans le couloir, je dis, M. Nicolin, voilà l'enveloppe du match. Et M. Nicolin m'a regardé, il m'a dit, ça c'est pour les petits. Et je vous dis franchement, ça m'a fait quelque chose. Et même maintenant, ça me fait quelque chose. Le voici, tir à ras de terre et but pour Montpellier, 1-0. Maintenant, on gagne 3-1, on joue à 3h l'après-midi, il y a du monde. C'était le dernier match, bon, ça faisait un peu la fin d'un rêve, quoi. Mais bon, ça faisait plaisir de jouer contre Montpellier. Pascal l'a tiré en force, Fournissier battu dans le stade, c'est le délire, un but partout, soit le score à la mi-temps. Je me souviens bien, à la fin, je tire sur la transversale. Et le ballon il revient sur Marc Pascal et qui marque. Et juste avant, Roland Gransart il marque sur coup franc. De ce côté-là, là-bas. Et tir brossé de Gransart, but 2-1 et le public a exulté comme au plus beau jour de gloire. 12 000 supporters ont acclamé la nouvelle vague de l'OM pour son parcours sans faute amorcé il y a quelques semaines. C'est comme si un souffle nouveau, l'espoir, s'est mis à renaître
au stade Vélodrome aujourd'hui. Oui, je suis sûr que vous êtes suffisamment sentimental pour souhaiter que l'OM renaisse de ses cendres. Et je suis sûr que vous avez apprécié le fait que ces pierres qui étaient mortes ont revécu intensément aujourd'hui. Ah, je le souhaite avec ce public, ce stade, avec les garçons qui sont là-dedans. C'est très dommage que ce bastion de football disparaisse. Enfin, je leur souhaite au maximum de pouvoir renaître des cendres. Aujourd'hui, ils l'ont démontré, qu'ils continuent comme ça. Et on les suivra de très près l'année prochaine. Je crois qu'on avait des ambitions, comme tous les jeunes professionnels. On exprimait ce pourquoi on était fait, quoi. Ce pourquoi on a travaillé, ce pourquoi on était dans notre élément. À 14 ans, à 15 ans, à 17 ans, on jouait en levée de rideau de l'équipe première. Seulement cet exercice-là, c'était pour nous le premier pas au professionnalisme. Et lorsque le premier match en est arrivé, où le stade n'était vraiment pas plein contre Grenoble, on était chez nous. On n'avait aucune appréhension. Et on a pris cette lumière. Mais pas de façon, on va se mettre en avant. En fait, on a absorbé la lumière, on s'en est servi, on s'est servi du public pour leur rendre ce que le club attendait de nous. Avant ça, il y a eu la finale de la Gambardella. Ça, c'est un truc fabuleux, ça. En plus, je marque. Je marque le deuxième but, on gagne 2-1. À Amneville, à Metz, là-bas. Et on joue contre Lens. Là aussi, c'était encore un épisode. On arrive là-bas à Amneville, à l'hôtel, au Novotel. Mais les Lensois, ils étaient déjà là. Et la Coupe Gambardella, elle était sur la banque de l'accueil. Et les Lensois, ils étaient là, ils nous disent, quand on arrive, nous, on voit la coupe, on ne savait même pas comment elle était. Donc on arrive, on voit cette coupe devant. Et les mecs de Lens, ils étaient en train de la regarder, ils regardaient tous les noms qu'il y avait dessus. Et ils se retournent, ils nous voient arriver, ils font putain, demain soir, il y aura le Racing Club de Lens là marqué. Je te dis pas le lendemain, quand ils étaient dans leur chambre, comment ça a été chaud pour eux. Hein. La Coupe Gambardella, elle était dans la piscine avec nous dedans. Hein. Et on leur criait. Hein. Et ils sont où les Lensois? Chaque fois qu'il y a eu des gros problèmes, ou financiers ou sportifs, que le club a été obligé de se retourner vers l'intérieur, chaque fois, il y a eu des générations qui ont répondu positivement. Et probablement qu'il y a eu des générations de joueurs qui n'ont pas eu, entre guillemets, cette chance de vivre des moments particuliers pour arriver au sommet. Intégrer l'équipe première, ça a toujours été difficile pour un jeune de l'OM. Très souvent, pour ceux qui s'y sont imposés, ils sont devenus internationaux. Donc ça veut dire que la barre était haute. Et c'est le challenge. Finalement, quand je regarde un petit peu ma vie d'aujourd'hui et même la manière dont j'ai appréhendé ma carrière derrière, ça a été fondateur pour moi finalement. Et je crois que cet épisode des Minots qui a été court sur l'épopée, mais long finalement, puisqu'on peut aller jusqu'à la remontée en 84, ça a forgé le joueur que j'ai été, mais ça a aussi forgé l'homme que je suis aujourd'hui. À la grande époque, je me sentais toujours investi d'une mission particulière quand les nouveaux arrivaient, c'est-à-dire m'occuper d'eux, leur montrer la ville, les sortir, pour qu'ils se sentent bien ici, parce que je pense qu'on peut être que performant quand on se sent bien dans un environnement qu'on connaît peu. Voilà, donc ça a été, c'est encore aujourd'hui presque une manière de vivre. Alors les amis, pour abonner à notre chaîne, clique là et n'oubliez pas d'activer les clochettes.